un hélicoptère américain qui nous transporte de Kandahar jusqu'à une quarantaine de kilomètres de là, dans un endroit qu'on appelle une base de patrouille, à Sperwangar. On s'enfonce en territoire des talibans. Les relations publiques de l'armée nous ont prévenus, les militaires déployés là-bas sont prêts à nous recevoir, mais ce ne sera pas un accueil délirant. On les comprend. Ces 2 dernières semaines, il y a eu 2 morts et 18 blessés rien que dans cette petite base. La base est située au sommet d'une colline reprise aux talibans. Le bâtiment principal est une ancienne école coranique. Un petit coin de territoire où on doit être sur ses gardes 24 heures par jour. Ceux qui passent tout près de la base pourraient être des talibans ou de simples cultivateurs. Autour, il y a des vignes et des plantations de marijuana. On a envie d'avoir un contact 2 sur Ray, là. À peine quelques heures après notre arrivée, c'était le branle-bas de combat dans le poste de commandement de la base. 3 kilomètres plus loin, encore plus profondément en territoire des talibans, les Canadiens ont installé un poste de contrôle qu'ils appellent le PSS-3. Les soldats appellent à l'aide. Le petit poste est attaqué par les insurgés. Engage-les! En fait, ce petit poste est attaqué pratiquement chaque jour. Et chaque fois, il faut décider s'il faut faire appel aux avions américains et à l'artillerie canadienne pour aider ces soldats encerclés. C'est que dès qu'on va avoir un grip, on va y fournir, on peut s'enligner les guns également là-dessus, là, pas juste la pression. Ce jour-là, les canons ramènent le calme. PSS-3, rapport de situation, notre tir très efficace. De toute façon, on sait qu'il faudra bientôt ravitailler ce fameux PSS-3 et relever ceux qui s'y trouvent. Mais les Canadiens viennent de recevoir des images incroyables. Un avion espion a pu filmer des insurgés en train d'installer ce qui semble être un engin explosif sur le trajet de 3 km qui mène au PSS-3. Il faudra préparer d'autant plus soigneusement le convoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ce renseignement-là pour maximiser la sécurité de nos patrouilles. En attendant, c'est la routine sur cette base de Sperwangar. Chaque jour, des patrouilles partent à pied vérifier ce qui se passe dans le voisinage de la base. Portant l'attention sur le top du building, à peu près à 100 mètres à droite. Nous accompagnons la section du sergent Éric Dugas. Un trajet plein d'embûches. Les murets sur lesquels on fait pousser les vignes. Les séchoirs pour les raisins. Les champs de marijuana, autant d'endroits où peuvent se cacher des talibans. Les contacts avec la population sont très limités. Les soldats donnent quelques crayons et interrogent plusieurs jeunes hommes. Les talibans sont très présents, sont très actifs, puis ils nous donnent beaucoup de travail. Le caporal-chef Sylvain Gagnon voit une différence marquée entre cette mission et celle qu'il a vécue à Kaboul en 2004. Là, on faisait une différence. Les gens se sentaient beaucoup plus sécures parce qu'il y avait l'armée qui était là pour eux autres. Ici, c'est différent, là, la façon, je dirais pas de l'accueil. C'est pas tout le temps évident de soutirer de l'information quand on fait des patrouilles à pied ou en véhicule, puis d'essayer d'interagir avec les gens. Où ce que là, ils vont avoir peut-être un peu plus de recul, puis ils vont être un peu plus fermés parce qu'ils ont la menace talibane ou carrément ils supportent. Si on rentre dans une région qu'on n'est déjà pas aimé pour certaines raisons, puis on essaie de les mettre de notre côté, ça commence déjà mal. Comme les talibans, eux, sont prêts à mourir. Bien, ils sont pas prêts, ils veulent mourir. Ils se tuent eux-mêmes pour en tuer quelques-uns de nous. Nous autres, on est prêts à mourir, mais on veut pas. T'sais. Fait que déjà là, même qu'on en tuerait des milliers et des milliers, c'est eux autres qui ont gagné pareil. Les soldats font passer des tests à certains hommes pour voir s'ils ont manipulé des explosifs récemment. S'il est positif, j'imagine que ça veut dire qu'il a tiré avec un arme ou qu'il a utilisé l'explosif. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un des gars qui nous fait sauter. Pas de traces sur les mains de cet homme. Il nous dit que son frère a été arrêté il y a une semaine après un test positif.
Il jure qu'il est un honnête fermier. On entend régulièrement des coups de feu. Les insurgés se préviennent de notre présence. Il pourrait y avoir une embuscade. Nous rentrons à la base. Commençons à faire des voyages. Les cadeaux de Noël, on va bien. La routine, c'est aussi le courrier qui arrive. Du moral en boîte. Ça commence bien. Des Cracker Jack. Ça vient de ma conjointe, puis elle dit qu'elle s'ennuie, puis qu'elle a hâte de me voir, puis tout là. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis content. Les soldats ont bien besoin de se faire remonter le moral. Ils voient chaque jour les photos de frères d'armes tombés au combat. Bien des détails viennent leur rappeler que près du tiers des soldats ici sont soit morts, blessés ou ont dû être rapatriés pour des problèmes de santé. Pour ajouter à la frustration, les rares talibans qu'ils voient sont ceux qui sont blessés et qu'on soigne à l'infirmerie de la base avant de les envoyer à Kandahar. En fin de journée, le padré, l'aumônier, discute avec des soldats qui s'attardent dans la tente qui sert de cafétéria. Le premier, c'est un père de famille de 3 enfants aussi, il ne faut pas l'oublier. On parle des plus récents décès. La réalité auquel il doit faire face, c'est que lors d'une prochaine sortie, le prochain blessé, ça peut être eux. Et c'est présent dans leur esprit. Lorsqu'ils sortent, ils savent très bien, ils ont beau faire confiance à leurs compagnons, faire confiance à leur drill, il y a toujours la réalité que dans un convoi qui peut sauter à tout moment, les blessés peuvent être nombreux et ça peut être lui-même, le soldat. C'est sûr que lorsqu'ils voient des copains tomber comme ça au combat, c'est sûr que ça nous amène tous à réfléchir. Mais je pense que, comme on dit toujours, le temps arrange les choses. Fait qu'après quelques temps, c'est sûr que le focus va redevenir sur la mission, puis on va passer au travers de celle-ci. Quand ils ne sont pas en patrouille, les soldats poursuivent ici leur entraînement. Il faut être prêt à se battre à tout moment. Après 3 jours, tout est finalement prêt. On peut partir en convoi vers PSS-3 pour faire la relève des soldats qui s'y trouvent et apporter vivres et munitions. Le fameux trajet de 3 km. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bout de route le plus dangereux en Afghanistan en ce moment? Bien, si je compare les autres segments de route sur lesquels je suis au courant parce qu'on a des convois qui bougent dessus, c'est certainement celui-là qui nous offre le plus de défis. Ça fait que je serais prêt à concéder que c'est probablement un des segments, sinon le plus dangereux. C'est vraiment pas le fun d'aller là. Là, comme là, on n'a pas le choix d'y aller bientôt là, pour aller faire le changement. Là, puis, j'espère qu'il va y avoir des véhicules spéciaux là, pour trouver les mines qui vont être avec nous autres. Là. Parce que c'est sans arrêt, ces mines-là. Ouais. C'est une menace, vraiment. Oui. C'est pas long de poser ça en plus. Là, on était allé il y a 2 semaines, là, une semaine, qu'il y a eu les 3 blessés, puis là, ça se pourrait qu'il y en ait encore plein. Là. Fait que, tant qu'à moi, je prendrais un autre chemin, mais des fois, on n'a pas le choix bien de prendre le chemin qu'on a. Ou en hélicoptère aussi, ça pourrait être bien. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets ma vie entre les mains de Dieu. À chaque fois qu'on passe ces routes dangereuses, ou même juste en patrouille, je fais une petite prière, je prie à Dieu, puis lui, il décidera. C'est pas moi qui décide. Au moment où le convoi démarre, on apprend que le PSS-3 est encore attaqué. Ça brosse pas mal. Le PSS, présentement, est sous contact encore une fois. Il y a du mortier qui tombe à environ 5 à 7 mètres du PSS. Mais pas moyen de s'y rendre rapidement. La route peut être minée. On mettra 3 heures à franchir les 3 km. Au PSS-3, on se dépêche. L'ennemi est tout près. Soudain, une énorme explosion. Ça y est, c'est commencé. 4 jours, c'est la troupe. Finir de déloter du stun, puis on va décrisser. Les insurgés veulent notre mort. Nous laissons derrière le sergent Dugas et ses hommes qui prennent la relève. L'opération aura duré moins d'1 heure. Sur le trajet de retour, premier arrêt. Les démineurs ont trouvé une bombe artisanale qu'ils font sauter. Des heures plus tard, une autre énorme explosion. Un engin de détection des mines a sauté sur une autre bombe.
Cela semble être à l'endroit où l'avion espion avait filmé des insurgés en train de préparer le terrain. Ils ont probablement profité du temps que nous passions au PSS-3 pour placer ces engins artisanaux. Il faut mettre du temps à dégager la route. Bien des heures plus tard, nous repartons. À 800 mètres de la base, c'est notre véhicule blindé qui saute sur une autre bombe artisanale. Dans le noir, les soldats qui m'accompagnent poussent des jurons. Mais personne ne sera blessé. Le lendemain, on retire les munitions de notre véhicule. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas vous montrer l'étendue des dommages, mais le blindé est une perte totale. Le major Patrick Robichaud voudrait bien trouver une solution à ce problème des bombes artisanales. Ici, les progrès se font à petits pas. On apprend à se donner des objectifs bien terre à terre. Le major rêve d'empêcher les insurgés de placer des bombes avec autant de facilité sur cette route en terre battue. Mon défi, c'est de faire paver, sinon du moins faire partir le projet de paver cette route-là et puis de la rendre sécure. Si on laisse un brin d'héritage, bien, ce serait de faire paver cette route-là. En attendant, chaque soldat met sa vie en jeu chaque fois qu'il part en convoi sur ces 3 kilomètres.